Si la grande modestie de mon invité l'empêcherait d'accepter mes propos, je vois personnellement Louise Serban-Penwat comme l'étoile montante de la team Adidas Terrex. Membre de cette équipe internationale depuis 1 an et malgré un entraînement teinté par une fracture de fatigue, Louise s'est illustrée en 2024 sur des courses comme l'OCC, le Nice Bayou Tembe ou encore l'Ultra Trail Cape Town avec une 13e, une 3e et une 2e place. Forte d'une enfance à s'entraîner dur sur le tartan dans des disciplines de demi-fond, Louise rêve aujourd'hui d'atteindre progressivement son plus haut niveau sur les formats 50K. Dans un appartement annécien, avec vue sur les sommets, Louise m'a accordé un moment pour décortiquer son passé sportif, ses débuts dans le trail, son approche de l'entraînement et la blessure qui, aujourd'hui, ralentit temporairement l'avancée de sa carrière sportive prometteuse. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le seul podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Mais ici, je vous propose de mettre de côté les études au profit d'un échange avec une athlète qui va surtout nous parler du terrain, Louise Serban-Penwat de la team Terrex. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 2 du podcast et qui rend la réalisation de cette interview possible. Suunto, c'est du matériel de pointe pour vos entraînements et vos aventures outdoor. Je suis utilisateur convaincu depuis longtemps et pendant que leur montre vous accompagne dans la préparation de vos objectifs sportifs, voyons comment Louise prépare les siens. Salut Louise, comment ça va ? Salut Cyril, ça va bien. Très contente d'être là. Moi aussi. Alors, je fais toujours mon travail avant d'aller interviewer quelqu'un. Je regarde un petit peu qu'est-ce que cette personne a pu raconter dans des podcasts, des médias avant de venir. Et en fait, quand j'ai cherché un petit peu sur toi, t'es pas passé dans beaucoup de podcasts ou de beaucoup d'interviews de manière générale. C'est presque une première. Comment ça se fait que t'as jamais été trop reçu Ouais, c'est vrai que j'en ai pas fait tant que ça. Donc un peu stressée quand même. Mais je sais pas, j'ai juste pas vraiment eu l'occasion d'en faire, etc. Ou pas forcément eu de proposition ou quoi. Et c'est vrai que de moi-même, j'ai pas trop cherché à en faire forcément. Et du coup, voilà, donc hâte de découvrir l'expérience. Écoute, moi, quand j'ai regardé ton palmarès montant, je me suis dit que c'était quand même le moment de passer un moment d'interview avec toi. Donc, je te remercie déjà de m'accorder du temps et je remercie également les personnes qui nous accueillent parce qu'on a un petit studio aménagé là qui est super cool. Donc, vraiment, merci beaucoup. On est dans des conditions optimales. Je te propose qu'on commence avec un portrait un peu général de toi qui tu es déjà, Louise, avant d'essayer d'aborder la sportive que tu peux être. Est-ce que tu peux te présenter ? Qui est Louise Serban-Penwat ? J'espère que je prononce bien. Et quel âge as-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Oui, donc la prononciation était parfaite du nom. Donc je m'appelle Louise, je viens de Lyon de base, je suis née là-bas et j'ai grandi là-bas. J'ai fait mes études là-bas, j'ai fait des études en management du sport. J'ai fait 1 année en Suède, 1 année à Paris. Et en fait, les circonstances ont fait que je suis arrivée sur Annecy. De base, j'ai fait un stage en marketing du sport chez Scott. C'est un peu là que l'aventure à trail a commencé. Mais en fait, de base, moi, je viens plutôt de l'athlétisme. J'ai fait du steeple, du 1500 mètres, du 5000, un peu de route, et j'adorais ça. Et c'est vrai que quand je suis arrivée sur Annecy, c'était un peu le déclic où je commençais à en avoir un peu marre de l'entraînement. Je trouvais que chaque année se ressemblait un petit peu trop. Donc, je pensais plutôt faire du triathlon, et finalement, je me suis retrouvée à essayer de faire du trail, et j'ai adoré. Et c'est un peu comme ça que les 4 dernières années de ma vie ont beaucoup changé. Mais voilà, du coup, ça fait maintenant 4 ans que je suis sur Annecy et j'adore la vie ici et c'est très chouette. Oui, c'est clair qu'en termes de cadre de vie, on les a pas direct en vue, mais c'est juste derrière Grenoble, c'est un des meilleurs lieux où vivre. Du coup, tu as fait une filière management du sport STAPS ? Oui, en fait, j'ai commencé l'IAE de Lyon, donc c'était sciences de gestion, donc c'était vraiment plus pas du tout axé sur le sport. Et en fait, au cours de ces études, j'ai fait 1 année de ma L3, donc ma 3e année de licence en Suède, à Västerås. C'est une petite ville à côté de Stockholm. Et là-bas, vraiment, c'est là où j'ai vraiment eu le déclic de me dire, OK, en fait, ce que j'aime vraiment, c'est le sport. Et du coup, j'aimerais travailler dedans. Et c'est là, en fait, où j'ai postulé pour un master à Paris, qui était en fait l'IAE, donc mon école actuelle, et STAPS. Donc, c'était un master dans les 2 universités. Du coup, c'était exactement ce que je recherchais. Et là-bas, c'était en alternance.
Donc j'ai d'abord commencé en fait dans une boîte qui s'appelle Run for You, qui s'occupait du marketing de l'Eco-Trail Paris et de différentes courses sur Paris, dont le Semi de Boulogne, etc. Donc voilà, c'était ma première expérience vraiment dans le domaine sportif et c'était super chouette. J'avais adoré travailler là-bas et c'est après que j'ai fini mes études du coup avec un stage chez Scott. Aujourd'hui, c'est quoi ton activité professionnelle ? Et justement, suite du coup au stage en marketing chez Scott, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi chez Yuba. Du coup, c'est une entreprise qui est spécialisée donc qui conçoit des vélos cargo, donc les vélos un petit peu allongés qu'on voit de plus en plus d'ailleurs. Et c'était une très très belle expérience. J'ai adoré travailler là-bas. Il y avait une super équipe. Le projet me tenait bien à cœur. Enfin, c'est vrai que les vélos, etc. Je trouve que c'est un milieu très sympa. On travaille. Enfin, les conditions étaient vraiment super. Et puis j'aimais bien ce que je faisais aussi. Mais en fait, au bout de 2 ans et demi, j'ai eu un peu l'envie. Enfin, j'ai d'abord été à 80%. Et c'est vrai que c'est toujours dur de trouver du temps entre l'entraînement, le travail et la vie perso. Donc, mon copain Antoine travaillait à Zurich chez On. Et c'est vrai qu'on faisait beaucoup de déplacements, que dès qu'on allait sur une course, on n'avait pas trop le temps de profiter de l'environnement, etc. Et on s'est dit, bon, c'est peut-être l'année pour essayer. En fait, on s'est dit, on va juste prendre 1 an, souffler, voir ce qu'on a envie de faire vraiment dans les années à venir. Et du coup, on s'est dit que c'était l'année 2025 qui était l'année parfaite pour ça. Parce qu'on avait tous les deux fait 3 ans dans notre job, on s'est dit bon, c'est le moment de souffler un peu, donc on a décidé en fait de quitter notre job en novembre pour se consacrer à la course, mais pas uniquement, se consacrer aussi du coup à nos familles, à nos amis, avoir le temps en fait juste de faire les choses, de saisir les opportunités qu'on nous offrait, et donc voilà, c'est pour ça que là en ce moment, bon, c'est un peu particulier la période, mais on se consacre surtout au sport. Donc on peut te dire que tu es athlète professionnelle aujourd'hui ? Oui, j'ai un peu de mal à me dire. Oui, pro. Ouais. Comment tu te considères, toi ? J'avoue que je me considère ni semi-pro ni pro parce que je sais pas, c'est dur de. Je pense que c'est un rêve que j'ai eu depuis toute petite d'être professionnelle en sport, mais j'ai encore du mal à me le dire. Je pense que c'est. Enfin, je sais pas, je me sens pas encore légitime de dire ça, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que ça prend le plus gros de mon temps, quoi. J'ai oublié de mentionner quelque chose au début de l'épisode. T'es déjà passé en fait à mon micro, mais non pas en tant qu'athlète, en tant qu'assistante, puisqu'on a déjà échangé brièvement suite à la 5e place d'Antoine sur la Saint-Élion en 2024. Ouais. Donc c'était pas les mêmes conditions, il faisait un petit peu plus froid, mais il fallait que je corrige ça. Avant qu'on rentre dans la sportive que t'es, est-ce que tu peux nous parler, est-ce que t'as d'autres passions que le sport, le trail, la course à pied ? Moi j'ai cru en voir une sur Instagram, mais je suis pas sûr. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais en dehors de la course ? Ouais, en vrai, j'ai pas mal. J'aime bien m'intéresser à d'autres choses. Enfin, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup cuisiner. Et récemment, j'ai eu plus. Enfin, je pense qu'on en parlera un petit peu après, mais le sport prend un peu moins de place en ce moment. Du coup, j'essaye de me consacrer à d'autres choses. Notamment l'aquarelle, mais alors là vraiment je suis à un stade vraiment bas, j'apprends vraiment les bases et je me suis mise récemment au tricot. C'est ce que j'ai cru voir. Et franchement, la barrière au début est un peu dure à comprendre les techniques, etc. Et on fait beaucoup de fautes, mais franchement, ça fait du bien. Tu te concentres à 100% sur une activité, tu as un résultat qui est, bon, pour l'instant, pas encore très gratifiant quand je vois le résultat, mais en tout cas, c'est agréable et ça détend et ça fait du bien. Et juste de penser à autre chose, de se concentrer là-dessus, c'est chouette. Donc, je recommande fortement le tricot. T'en es pas encore à faire tes vêtements de trail, mais ça devrait pas trop tarder. Ouais. Après, je suis pas sûre que je me ferai suffisamment confiance pour courir avec des vêtements comme ça. Je garde T-Rex là-dessus. Si Louise fait confiance à son équipementier pour son matériel de trail, et elle a bien raison, je voulais profiter de ce clin d'œil pour vous parler d'un autre équipementier à qui je fais confiance, Wize, qui est partenaire de cette saison 2 du podcast Courir Mieux et grâce à qui cette interview est possible. Wize, c'est une marque créée par et pour les trailers avec de forts engagements éthiques et écologiques, mais aussi en termes de qualité et de durabilité pour ne laisser sur les sentiers qu'une seule empreinte, celle de nos pas. C'est un message qui résonne en moi et m'amène à aujourd'hui beaucoup utiliser leurs produits dont je suis pleinement satisfait. Mon petit coup de cœur du moment, c'est leur veste coupe-vent Sigma Shell, un concentré de technologie ultra compact et ultra léger que j'utilise autant en trail qu'en vélo, en VTT ou en ski de fond. Je vous invite à aller découvrir cette veste sur le site de Wize, le lien est en description de l'épisode, et je vous propose maintenant de revenir à cet échange avec Louise.
Tu as déjà abordé un sujet, tu as ouvert la porte vers une question que je vais te poser, donc je te propose qu'on clôture ton portrait avec ces 3 petites questions que je pose à tout le monde. Tu as dit que tu aimais beaucoup lire. C'est quoi ton livre préféré, si tu n'en as qu'un seul à garder? Oh, c'est dur de trouver un livre préféré. Un livre qui m'avait beaucoup marqué, j'aime beaucoup L'âme du monde. Attends, faudrait que je retrouve. L'âme du monde, à vérifier, mais de Frédéric Lenoir. C'est un écrivain un petit peu philosophe. Et du coup, c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué. Ok, L'âme du monde. Est-ce que tu as un film préféré? Film, c'est dur Quelque chose qui t'a à marqué? dire. Ouais, j'aime beaucoup les films français un peu classiques avec des bons acteurs, etc. Un film qui m'a beaucoup marqué. Faut absolument que je te retrouve le nom. Mais si on pourra, je te le retrouverai. Mais il est incroyable ce film. Je le recommande à tout le monde. C'est l'histoire. C'est en fait des détenus en prison qui échangent avec des victimes. Et il est génial ce film avec des super bons acteurs. Enfin, faut vraiment que je te retrouve le nom. Ok, t'as à peu près 1 heure d'échange pour essayer de le retrouver. Et une musique ou un artiste préféré? Alors je dirais, bon pareil, j'écoute vraiment plein de variétés, plein de styles de musique différents. Mais récemment, je suis très sur Charlotte Cardin. Je suis allée à son concert il y a pas longtemps et voilà. En petite recommandation, je dirais Charlotte Cardin. Musique à l'effort ou pas? Non, pas trop. J'aime bien de temps en temps sur les footings, etc. Mais c'est vrai que j'écoute peu de musique, en courant. Ok, ça marche. Je te propose qu'on passe à ton portrait en tant que sportive. Alors, j'ai essayé de voir un peu où est-ce que tu en es dans ton parcours. Je vais te dresser le portrait et tu me diras si je me suis trompé ou pas. Et tu seras libre de corriger un peu par la suite. Pour l'instant, tu es de la team Terex depuis 2024 et comme tu l'as donc depuis 1 an et comme tu l'as dit, avant tu étais chez Scott France, mais tu es passé chez Terex depuis 1 an. J'ai cru comprendre que tu avais un nouveau partenariat en cours de développement. Je te laisserai en parler si jamais tu le souhaites. Tu es entraîné par Adrien Séguret. Tu as un UTMB index de 755, une cote ITRA de 757. J'ai noté une première course en 2021, Restonica sur 17 km que tu remportes. Donc pour commencer en trail, c'est pas mal. Ensuite, tu as remporté des trails de notoriété un peu plus modestes, dont le trail de la Frison Roche et le trail de la Drôme, mais c'était tes débuts. En 2022, tu remportes le trail de Faverges. En 2023, le Restonica, cette fois de 32 km. Une petite montée en niveau quand même. T'as fait 8e à l'OCC en 2023, 13e en 2024 en retour de blessure, on en reparlera. En 2024, t'as aussi fait 3e au Nice by UTMB, 50 km derrière Sylvia Nordskar, qui remportera les Templiers quelques semaines plus tard, ce qui laisse entendre qu'elle était plutôt en forme, en tout cas quand elle a participé au Nice by UTMB, je pense. Elle a fait une très belle saison. Et derrière Camilla Maliano, surtout, et plus récemment, une 2e place à l'Ultra Trail Cape Town. Ça aussi, c'est un très beau résultat. Et j'ai oublié de mentionner, enfin, j'ai pas oublié, mais je mentionne maintenant 4 résultats qui, pour moi, sont aussi importants à noter. Sur des courses fédérales, à savoir 5e au championnat de France de course en montagne, par lesquelles tu as commencé. Avant de passer au trail, tu faisais de la course en montagne en 2022, ce qui t'a amené au championnat d'Europe où tu as fait 30e. Et 2e au championnat de France de trail court, derrière Clem Geoffrey, qui t'amènera aux mondiaux à Innsbruck où tu feras 10e, mondiaux remportés par Clem Geoffrey. Est-ce que j'ai oublié un résultat sportif important, quelque chose de marquant dans ta carrière? Non, je pense que tu as fait un beau tour de toutes les courses. Et j'ajouterais juste le titre de championne du monde aux mondiaux, du coup. Ça, c'était vraiment par équipe, du coup. C'était super chouette de partager ça. Mais voilà, sinon... T'as raison, j'ai oublié de le mentionner. En fait, les résultats ne le mentionnent pas quand tu fais des listes ITRA, mais en fait, c'est une réalité. Par équipe, t'as fait championne du monde. Grâce à ta performance, vous êtes monté sur... Et celle de Clem et de toutes les filles. C'est vrai que Clem nous a beaucoup porté vers le haut, mais c'est vrai que c'était trop chouette parce que sur le papier, on n'était pas du tout les favorites. Et d'aller chercher une victoire comme ça, c'était trop chouette de se battre pour l'équipe, quoi. Interview de Clem Geoffrey que les auditeurs pourront retrouver en ligne sur le podcast si jamais ils le souhaitent. C'était à peu près il y a 1 an. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton passé sportif? Tu l'as mentionné rapidement que en fait, tu as fait les écoles de l'athlétisme. Tu peux nous parler un petit peu plus de ça et surtout comment il s'est passé le virage au trail? Comment tu es arrivé sur les sentiers? Ouais, complètement. Et bah oui, j'ai fait, je dirais presque plus de 15 ans d'athlétisme. J'ai vraiment commencé en école d'athlète, donc où on découvre un petit peu la course à pied, on découvre toutes les disciplines, etc. Du coup, j'ai commencé au Lyon Athlétisme, donc mon club qui était à Lyon. J'adorais les crosses et l'été, je faisais pas mal de pistes. Je suis restée avec le même entraîneur qui s'appelle Jimmy Jean-Joseph pendant plusieurs années. Je pense qu'il m'a entraîné presque 10 ans, donc il m'a vu grandir et évoluer.
Au début, c'était vraiment juste s'amuser avec les copains. Et petit à petit, c'est vrai qu'on grandit, donc on se spécialise. Donc, je me suis spécialisée en demi-fond et en steeple. Et vraiment, j'ai des super souvenirs de ces années parce que les amitiés que j'ai aujourd'hui, c'est une grande partie, c'est celles que j'ai rencontrées au cours de mes années d'athlétisme. Et ça m'a vraiment fait grandir. J'ai adoré. Et après, c'est vrai qu'au cours de mes études, du coup, je suis partie à Paris. Donc là, je suis allée au club Athlé 92 et j'étais entraînée par Jean-Baptiste Congourdeau. C'était aussi des très belles années, une très belle année parce qu'après, il y a eu le Covid, donc c'était assez court. Mais j'aimais encore beaucoup m'entraîner. J'ai toujours aimé m'entraîner sur piste, etc. et faire les crosses. Et en fait, du coup, le trail, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'y pensais même pas parce que c'est vrai qu'en athlétisme, c'est pas je me souviens on se disait que c'était le risque de se blesser, de se faire une cheville, etc. Donc vraiment, on essayait de rester au maximum sur la piste et le goudron. Donc j'avais pas du tout eu d'expérience de trail. Et en fait, ça a d'abord commencé avant Scott. En fait, j'ai fait l'ASICS Trail Factory. C'était sur recommandation de Marie Goncalves, bien connue du monde du trail aussi. Qui, en fait, c'est très drôle parce qu'avec Marie, on faisait de l'athlétisme ensemble. En fait, elle était dans un autre club, mais on avait plus ou moins le même niveau. Elle faisait du steeple aussi, donc on se retrouvait sur toutes les compétitions, plutôt en tant que concurrente, parce qu'on n'était pas dans le même club. Mais elle m'avait recommandé de tenter l'expérience. Je me souviens que c'était 11 km 300 et j'étais là, mais c'est tellement de dénivelé. Ça me paraissait mais insurmontable. Et ça s'est très bien passé. Donc j'avais passé les phases de demi-finale et j'étais qualifiée pour la finale. Et en fait, en parallèle de ça, je suis arrivée chez Scott en marketing. Et mon maître de stage était Benjamin Molins. Je me souviens très bien que pendant les entretiens, il m'avait un petit peu demandé mes temps sur route, etc. Et il m'avait proposé, au cours de mon stage, de prendre un dossard sur différentes courses, dont la Restonica. Le 17 km. Et pareil, je me souviens, le 17 km de Restonica, je suis partie sans eau, sans rien, parce que déjà, 17 km, je pense que j'avais jamais fait aussi long. De ma vie, même sur route ou quoi. Ça me paraissait tellement long. Et je savais pas du tout ce que c'était l'hydratation ni l'alimentation. C'est vrai qu'en athlétisme, on mange 3 heures avant sa course. On n'a pas besoin d'énergie vu que c'est court, c'est intense. Voilà, faut juste donner ce qu'on a sur le moment, mais il n'y a pas d'alimentation pendant l'effort. Et ça s'est super bien passé. Et j'ai adoré. C'était trop chouette, quoi. C'était un trop bel événement. Et donc, le week-end d'après, je travaillais du coup pour Scott, donc je tenais le stand, etc. Et c'est là que Benjamin Molins m'a parlé un petit peu. Et voilà, il m'a demandé un peu si je souhaitais faire plus de trail, etc. Et là, ça a fait un petit peu un déclic. Et en fait, à la fin de mon stage, il y avait pas de poste à pourvoir chez Scott, donc je pouvais pas continuer là-bas professionnellement parlant. Mais Benjamin m'a proposé du coup d'intégrer le team Scott France à ce moment-là. Et c'était vraiment, pour moi, c'était dingue en venant de l'athlé. C'est vrai que les sponsors, c'est vraiment différent. Quand je faisais de l'athlétisme, j'avais un bon niveau qui me permettait d'aller en championnat de France. Mais après, le gap était vraiment énorme entre voilà, celle qui était vraiment sélectionnée en équipe de France. C'était un niveau vraiment au-dessus que j'imaginais jamais atteindre. Et du coup, avoir un sponsor, pareil, c'était pas du tout une option. Une option, j'y pensais même pas, je n'osais même pas y penser. Et là, c'est vrai, d'avoir cette opportunité d'intégrer un team, j'ai trouvé ça vraiment dingue. Et c'est comme ça, du coup, que je me suis mise au trail petit à petit. Donc, j'ai découvert ce que c'était des chaussures de trail. Vraiment, tout était une découverte. Et c'est vrai que j'en garde un super bon souvenir de ces premiers trails parce que on y va tellement sans savoir ce qui va se passer. Et d'un côté, tant mieux parce que sinon, on n'irait peut-être pas. Mais à la fin, on est tellement content d'arriver. Et c'est des super souvenirs cette première année. Et ce qui m'a vraiment mis après le pied dans le monde du trail, c'est que j'étais trop contente de pouvoir intégrer le team, mais j'ai tout de suite dit à Benjamin que moi je savais pas m'entraîner en trail, que actuellement mon entraîneur était à Paris, le dernier que j'avais, et que lui il faisait pas du tout du trail et que voilà, la condition, on va dire, c'était que j'arrive à trouver un entraîneur qui puisse m'entraîner. Et c'est là où Benjamin m'a recommandé Adrien, et c'est un peu là après où vraiment il y a tout qui s'est enchaîné, et voilà, avec la rencontre avec Adrien, c'est super bien passé. Et voilà, du coup, il m'entraîne maintenant depuis 4 ans. Adrien, qui est un entraîneur, moi, que j'admire personnellement vraiment beaucoup et qui est passé dans le podcast également. Pour les auditeurs, s'ils le souhaitent, ils peuvent aller regarder. Mais en tout cas, c'est très clair cette carrière, en tout cas ce passage. J'allais te demander du coup si dans ta carrière, tu identifies un moment important, un virage, quelque chose qui a marqué un tournant. En fait, ce serait l'entrée dans le team Scott, qui a été vraiment ton virage sportif.
Je dirais qu'il y en a plusieurs quand même. Il y a l'entrée dans le Team Scott, parce que c'est vraiment, on va dire, sans ce stage en marketing, sans cette décision de venir sur Annecy, etc., tout ça ne serait probablement pas arrivé, ou du moins pas tout de suite. Et après, l'autre virage quand même que je trouve vraiment important, c'est justement ces championnats du monde à Innsbruck, où j'y suis vraiment allée en me disant que ça allait être tellement dur, parce que j'avais jamais fait aussi long, jamais autant de dénivelé, et en fait de voir à quel point on peut se surpasser quand c'est pour une équipe. Et je cible aussi cette course-là, parce que c'est là aussi après où le tournant s'est fait, et où je suis aussi allée du coup j'ai changé de sponsor pour Adidas Terex, et vraiment aussi là je me sens tellement épanouie dans ce team aussi que voilà, j'aimerais aussi le retenir comme un second tournant. Et voilà, je dirais que c'est deux tournants vraiment de ces dernières années de trail. Sans aucun dénigrement pour la team dans laquelle tu étais au préalable, c'est juste que c'était une team France Scott qui est déjà un peu plus modeste par rapport à la team Terex. Est-ce que ça a été un vrai gros changement d'univers de passer chez Terex? Est-ce que d'un coup, l'environnement est différent? L'an dernier, quand tu as rejoint le team Terex, j'ai repris un peu tes publis Insta avant de venir. Tu montrais un stage dès le début, avec des mesures VO2, avec un staff un peu autour de vous. Est-ce que ça a été d'un coup un plongeon dans un autre univers? Ouais, complètement. C'est vrai que c'était différent. Ça a été dur quand même de partir de chez Scott. La décision a été compliquée parce que je me sentais vraiment reconnaissante vis-à-vis de Scott, de ce qu'il m'avait apporté, d'avoir cru en moi dès le début, alors que j'avais fait que quelques courses. Vraiment. Et puis, il y a un aspect très familial chez Scott. Et c'était Scott France, donc on était tous français. On se comprenait tous très bien. On s'entendait tous très, très bien. J'ai fait des superbes rencontres chez Scott, et vraiment, l'humain, j'adorais le team. Et c'est vrai que c'est aussi, l'opportunité d'Adidas Terex, je savais qu'elle allait vraiment, ça allait vraiment m'apporter beaucoup. Et donc la décision n'a pas été facile. En même temps, je savais que c'était le moment, en fait, après la performance des mondiaux, je me suis dit, s'il y a un moment où il faut changer, c'est maintenant. Et c'est vrai que d'avoir intégré ce team, ça m'a vraiment épanouie depuis que j'ai intégré en 2024. J'ai beaucoup aimé l'aspect international. Aussi, mon père est allemand, donc je parle allemand depuis toute petite. Donc intégrer Adidas, ça avait aussi une certaine symbolique pour moi. C'est beaucoup de staff est allemand, donc parler allemand, moi j'adore. Ça m'a un peu rapproché de mes origines, on va dire. Et après, d'intégrer un team international comme ça, ça fait grandir, quoi. On rencontre plein d'athlètes qui ont tous des parcours différents, qui reviennent de blessures, d'autres qui débutent, d'autres qui sont là depuis plusieurs années, et chacun vit dans des continents différents. Donc chacun a une culture différente, et c'est tellement enrichissant, en fait, d'être dans un team comme ça. Et pour autant, c'est un team hyper soudé. Je me suis tout de suite sentie très, très bien intégrée. Et ça c'est super chouette. Le staff est génial, et puis c'est vrai que c'est très professionnalisant, en fait, parce que il y a des tests d'effort, il y a des stages où on est hyper impliqué dans le développement des produits. Donc c'est là aussi, c'est grâce, en fait, suite à l'intégration de ce team, que je me suis dit, bon, je pense que ça vaut le coup de prendre 1 an pour pouvoir vivre l'expérience à 100%, parce que l'année dernière, j'étais un peu frustrée, en fait, de pas pouvoir accepter toutes les opportunités, parce que bien sûr, il y a l'équilibre professionnel, etc., et que je pouvais pas me permettre de dire oui à tout. Mais c'est vrai que c'est des trop belles expériences à chaque fois, et je suis hyper reconnaissante d'être dans ce team. Si je te demande aujourd'hui, Louise, c'est quoi ton profil de course? Ta course parfaite pour toi, ça ressemble à quoi? C'est un peu compliqué. Je pense que je me cherche encore un peu. Parce que c'est vrai qu'au cours même maintenant, je me souviens, la Restonica, ça me paraissait tellement long. Et on m'aurait dit, du coup, c'était en 2022, que j'allais faire une OCC de 56 km. Je dirais pas cru du tout. Et c'est vrai que j'ai l'impression que plus les distances s'allongent, plus aussi je prends plus de plaisir. C'est vrai qu'au début, j'adorais la montagne, et maintenant, ça m'attire beaucoup moins. Mais c'est vrai qu'un format comme l'OCC, c'est vraiment une course qui me tient à cœur, parce que voilà, je sais que j'ai des aptitudes plutôt sur le plat et quand il faut courir, etc. Et l'OCC, je trouve que c'est un peu le mélange parfait entre montagne, mais où les sentiers se courent beaucoup, et c'est là où je prends le plus de plaisir. Donc tout ce qui est autour de format marathon, entre 40 et 60, assez roulant, c'est vraiment ce qui me plaît le plus pour l'instant, en tout cas. Ouais, c'est ce que, en fait, démontre un peu Quand je regarde tes résultats sportifs, on a l'impression que tu as commencé par des formats très courts, presque le plus proche possible de ce que tu faisais en athlé.
et qu'en fait, tu as pris un virage vers les formats 50K et que, alors la grande famille des 50K, mais ça te réussit plutôt pas mal. L'Ultra Trail Cape Town, Nice, l'OCC, où c'est pas des performances. Alors la densité est beaucoup plus élevée, le niveau est beaucoup plus élevé, mais ça se passe bien. Est-ce que c'est le format maintenant sur lequel tu souhaites te spécialiser, les 50K? Ouais, c'est vraiment, je pense, enfin en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir encore fait le tour de justement toutes ces courses un peu mythiques aussi. Donc ouais, j'aimerais bien, enfin c'est là-dessus que j'aimerais me concentrer à l'avenir, mais aussi découvrir un petit peu les courses, alors qui sont plus longues, type Saint-Élion, Templier, etc. Ça attire, mais plus par le fait en fait que le temps de course au final n'est pas aussi long qu'un 90 du Mont Blanc par exemple. Mais voilà, ça m'attire aussi parce que au final, je pense qu'il faut parfois plus regarder le temps de course que vraiment la distance. Et typiquement, ouais, je pense, voilà, juste pour avoir une expérience sur un peu des temps de course plus longs. Mais ouais, en tout cas, me concentrer encore sur les 40. Je pense qu'une carrière de trail peut être longue et autant se faire plaisir sur ces formats-là. Je sais qu'il y en a qui sont tout de suite attirés plus par l'ultra, mais moi, pour l'instant, c'est vraiment voilà, ce genre de format qui m'attire le plus. J'essaie vraiment toujours de dire que pour moi, tous les formats de trail, en tout cas aux gens avec qui je parle trail, que tous les formats de trail sont aussi intéressants les uns que les autres. Je pense que je prends autant de plaisir à allumer le live de l'UTMB à 6h le samedi matin que de regarder Zegama et le marathon du Mont Blanc le 40, parce qu'en fait, tous ces formats sont ultra intéressants. C'est vrai que médiatiquement, il y a beaucoup de choses qui sont faites un peu plus, j'ai l'impression, sur l'ultra, alors qu'en fait, les formats, même les 50, c'est extrêmement plaisant à voir et à courir. Je voudrais terminer ce portrait de sportive avec des petites questions un peu comme livres, chaussures et musique préférée. T'as toujours pas retrouvé le film? Non, mais ouais, ça reviendra. Je verrai toujours vos visages, je crois. Okay. Mais je vais... Okay. Mais ça continue à processer. Ça processe. Avec des questions du coup un peu plus orientées sur le matos trail. Donc c'est spontané, ça peut changer d'ici quelques temps, mais ce qui te vient en tête, c'est quoi ta paire de chaussures préférée? Du coup, c'est la Gravik Speed Ultra. Ouais, vraiment, c'est une super chaussure. Enfin, alors c'est sûr que c'est pour des terrains plutôt roulants, mais au final, c'est la chaussure avec laquelle j'ai couru à Cape Town, à l'UTCT, là où c'est pas si roulant que ça. Et en fait, même là-dessus, elle m'a prouvé que c'était ma chaussure préférée, quoi. Enfin, vraiment, je pense qu'en fait, je retrouve vraiment ce que j'aimais de la route aussi, avec une chaussure et de la mousse. Et c'est tellement confortable à courir que ouais, je dirais celle-ci. Ok. C'est quoi ton aliment en course préféré? Un truc qui te fait plaisir de manger? Et étonnamment, j'aime bien les gels, parce que je pense que... J'adore les gels aussi, ouais. C'est un peu bizarre de dire ça, ouais. Mais je me souviens justement, après la blessure d'année dernière, le premier gel que j'ai pris, j'étais là, oh, mais ça m'avait manqué. En fait, c'est juste, je pense que je suis pas très sucrée, je suis très vite écœurée, il y a beaucoup de goûts en fait qui m'écœurent rapidement. Et les gels, en fait, juste c'est pratique, puis la texture me dérange pas tant. Et du coup, ouais, je pense que les gels, et sinon, ouais, les boissons, mais peu sucrées, c'est vrai que j'ai du mal, ça m'écœure vite, quoi. Du coup, en course, vraiment, tout ce qui est rapide, efficace. Pour l'anecdote, j'ai un ami qui écoute le podcast, que je salue. La première fois qu'il est venu courir, une des premières fois où il est venu courir avec moi en trail, alors c'est un gars qui faisait du 4H, donc sur piste. Donc quand il venait courir en trail avec moi, c'était n'importe quoi. Il était toujours avec pas d'eau et tout. Et puis au bout d'1 heure et demie, il disait, t'as pas un peu d'eau parce que je suis en hypo. Je disais, bah oui, ça dure longtemps. Je lui ai filé un gel une première fois, il m'a dit, il l'avait mangé, il m'avait dit, c'est dangereux ça, c'est super bon. Si j'en ai chez moi, je l'en prendrai au goûter. Donc des fois, je pense qu'il y a des gens qui réagissent au gel, c'est un peu gourmand. Un aliment en récup préféré après une course ou un gros entraînement, qu'est-ce que tu as envie de manger? J'aime bien les yaourts à la vanille. Ouais, c'est vraiment le truc qui me fait trop plaisir, je pense. Après un entraînement, ouais, c'est frais. Surtout, je pense à l'été, mais c'est vrai qu'un bon yaourt avec du granola, avec des fruits à la vanille, c'est vraiment, ouais, c'est mon petit truc et j'adore. Un parcours préféré, un endroit où tu adores aller t'entraîner? Ah, c'est le Semnoz. Ok, le Semnoz. J'essaye d'en sortir un peu parce que c'est très roulant et je pense que je connais presque tous les chemins maintenant. Mais... Et tout le monde, parce que ça a l'air bien pratiqué. Ouais, c'est bien pratiqué, mais vu que c'est grand et qu'il y a tellement de chemins, en fait, on croise pas tant. Enfin, comparé au Verrier, je trouve que c'est... vraiment, on décompresse, il n'y a pas trop de monde sur les chemins et c'est ça que j'aime bien aussi, je pense. J'allais te demander un sommet préféré, mais du coup, c'est le Semnoz aussi ou... Non, pour le coup, je vais rarement jusqu'en haut parce que c'est un peu un aller-retour, donc c'est pas la sortie que je préfère. Un sommet préféré, un peu dur à dire. Comme ça, je saurais pas trop te dire. Mais peut-être le col des Posettes, mais plus du coup côté Chamonix. C'est très beau par là-bas. Très bien, je trouve ça magnifique aussi par là-bas. J'y étais pour le 90 du Mont Blanc à filmer
Aurélien Dudant-Palaz. Et Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. T'as une vue sur la vallée avec Mont Blanc et tout. C'est magnifique. Meilleur souvenir en trail. Tu dois en garder qu'un seul. Enfin, il y en a beaucoup, hein, mais je pense que le titre de championne du monde, c'était quand même un de mes meilleurs souvenirs, forcément. Évidemment. Et dernière question, une ou un athlète qui t'inspire? Ah, ça c'est... Ouais. Ah, quel que soit sport. En trail, je dirais quand même Anne-Lise Rousset, parce que pour la connaître, en fait, il y a l'humain aussi. C'est vrai que je trouve... En fait, de la connaître plus personnellement, c'est vrai que c'est quelqu'un de tellement inspirant, tellement humble, simple, et ouais, elle m'inspire beaucoup dans aussi sa façon de gérer le pro, perso et le sport. Donc, je dirais Anne-Lise. Anne-Lise qu'on peut retrouver pour les auditeurs en épisode qui est passé au micro en octobre, si je dis pas de bêtises. Écoute, Louise, je te remercie pour tout ça. On va passer à comment tu t'entraînes. On va essayer de décortiquer un petit peu tout ça, comment tu t'entraînes de manière générale, parce qu'on va revenir sur le fait à la fin du podcast, sur le fait qu'en ce moment, tu t'entraînes pas beaucoup, voire pas du tout. Est-ce que tu peux déjà nous parler de comment ça se passe ta relation avec ton entraîneur, avec Adrien Séguré? Est-ce que tu as beaucoup d'autonomie et des grandes lignes, tu te débrouilles? Est-ce qu'au contraire, c'est très cadré, tu as des séances toutes prêtes et tu fais à la lettre ce qui est prévu? Ouais, alors c'est vrai que avec Adrien, du coup, je dirais que c'est quand même une relation de confiance qui s'est créée un peu au fur et à mesure des années, mais c'est assez cadré, mais c'est un peu aussi ma volonté, parce que venant de l'athlé, moi j'avais vraiment besoin d'avoir un cadre. C'est ce que j'aimais aussi avec l'athlé, j'aime bien la rigueur et j'aime bien comprendre aussi ce que je fais. Donc c'est vrai que je lui demande souvent pourquoi cette séance à ce moment-là, etc. Mais c'est assez cadré, mais ça laisse quand même une grande part de liberté. Adrien s'adapte beaucoup, notamment l'année dernière quand j'avais des déplacements où c'est vrai que du coup j'allais souvent à Zurich pour voir Antoine, donc on essayait de trouver un juste milieu, etc. Donc c'est aussi beaucoup basé sur l'adaptation en fonction d'où je suis, de ce que j'ai à disposition, etc. Mais du coup, il y a quand même la liberté, d'adapter, que si par exemple j'avais une sortie trail, mais qu'en fait il y a un super beau tour de vélo qui est prévu, je puisse switcher. Donc voilà, moi c'est ce qu'il me faut, quoi. C'est carré, mais en même temps il y a la liberté de pouvoir switcher assez facilement. Et Adrien porte aussi beaucoup d'importance à, je pense, la santé mentale. Et s'il y a un moment, ma famille vient me voir, que j'ai pas le temps d'aller m'entraîner ou juste que j'ai envie d'avoir suffisamment de temps avec eux, il adaptera pour que ce week-end-là soit plus cool et j'ai le temps de profiter du reste, parce que c'est aussi très important. Et donc ça s'adapte beaucoup et pour moi c'est le juste milieu, quoi. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait attention à ton volume d'entraînement? Est-ce que tu calcules, par exemple, le kilométrage, le temps? Si oui, comment tu fais? Au contraire, est-ce que tu veux t'en détacher? Si tu t'en détaches, pourquoi? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation aux chiffres? C'est vrai que j'aime bien les chiffres. Après, le volume, je regarde pas vraiment. Alors, je dirais plutôt le volume kilométrique, mais ce qui est pas forcément en fait c'est pas que c'est une mauvaise idée, mais c'est juste que en trail, en fait, ça se compte plutôt en heures. Mais moi, venant d'athlétisme, c'est vrai que j'ai plus tendance à regarder les kilomètres, là où en fait, ça a pas beaucoup d'importance. Je pense que le volume horaire a plus d'importance. Mais là-dessus, c'est vrai que je regarde. Je suis assez détachée parce que, typiquement la musculation et tout, je le compte pas forcément dans le sens où je le mets pas j'enregistre pas de séance et tout, et du coup. Je suis pas sûre que même mon volume horaire soit vraiment représentatif, quoi. Ouais. Donc non, j'avoue que je suis assez détachée du volume horaire et je mise plus sur les sensations, quoi. Mais c'est vrai qu'en trail, on est souvent plutôt sur des volumes horaires, mais c'est vrai que quand tu rajoutes... Je me souviens de Maud Matisse dans l'interview que j'ai fait avec elle qui disait que par exemple, la descente en vélo, elle la compte pas. Ah oui. Et je m'étais dit, pourquoi ça fait quand même... ok, ça va vite, mais... Et du coup, des fois, t'as comme ça des choses où tu dis, le renfort, je le compte pas, alors que c'est quand même une séance, en fait. Oui, c'est juste que j'ai pas le réflexe de déclencher la montre, et du coup, ça s'enregistre pas. Alors, je dis que j'ai fait la séance, mais je le mentionne, tu vois, mais c'est vrai que ça compte aussi. Les séances de kiné, pareil, au final, c'est aussi... Donc, je le regarde pas aussi parce que je sais qu'il est pas représentatif. Et je fais plus confiance à Adrien là-dessus d'estimer un peu quand j'en fais un peu trop et de me le signaler pour qu'on adapte ensuite, quoi. Ouais, bien sûr. Les athlètes que j'entraîne, si jamais ils entendent ça, ils savent pourquoi moi aussi je suis genre t'es sûr que c'était une semaine de décharge avec 18 heures d'entraînement par exemple? Comment t'approches l'intensité? Donc l'autre côté, est-ce que tu le travailles vraiment souvent sur piste, en terrain spécifique, à vélo? Comment t'approches ça?
Ouais, j'aime beaucoup les séances d'intensité, j'avoue. Enfin, j'aime beaucoup m'entraîner, en fait. Je pense que j'aime beaucoup le process. J'aime la compétition, mais j'aime beaucoup le process avant. Et c'est vrai que les séances d'intensité, je dirais que je les apprécie beaucoup plus depuis que je fais du trail. Enfin, en tout cas, en comparaison aux dernières années d'athlé. Parce que je trouve qu'en athlé, c'est difficile. Enfin, en fait, je fais du coup des séances piste généralement. Donc, à cette période-là, je fais généralement une séance piste et une séance plutôt en nature, qui peut être parfois une séance à ski. Enfin, petit à petit, en fait, on adapte un petit peu. Maintenant que je fais un peu de ski de rando, on essaie de mettre en place des séances en ski. Ou ça peut être aussi une séance en vélo. Mais voilà, généralement, j'ai 2 séances d'intensité par semaine. Et celle de piste, je prends beaucoup plus de plaisir maintenant, en fait, parce que c'est vrai qu'en athlé, je connaissais tous mes temps et si j'étais une seconde trop lente, c'était une mauvaise séance, quoi. Alors que maintenant, je sais que c'est pas cette seconde qui fera la différence là. Donc j'apprécie vraiment. Et puis c'est vrai que c'est avec le club, donc c'est trop chouette de se retrouver, de se surpasser, de faire ça en équipe, à plusieurs, etc., de prendre des relais et tout. J'aime bien ça, ouais. Est-ce que ta quantité de séances intenses, elle change beaucoup au cours de la saison? Tu viens de parler de 2. Est-ce que, par exemple, à l'approche d'une OCC, tu vas passer sur 3? Ou au contraire, est-ce que tu passes sur 1? Ou est-ce que, de manière générale, le nombre, la fréquence change pas trop, mais c'est le contenu qui évolue? Ouais, je dirais que c'est plutôt le contenu qui évolue. On fait plus du foncier, etc. La période hivernale, là où plus on va se rapprocher des courses, plus ça va être vraiment de l'intensité sur plutôt des formats courts, quoi. Donc l'intensité assez courte. Donc je dirais que c'est plutôt ça qui évolue. On garde quand même toujours des séances d'intense tout au long de l'année. Je pense c'est sûr que, enfin, moi j'adore les séances juste aussi, enfin, me promener en montagne, quoi. Enfin, c'est hyper agréable, mais je trouve d'avoir des séances, ça structure un petit peu, ça cadre aussi, et puis c'est aussi des repères. On se voit comme ça vraiment évoluer, quoi. Sur typiquement le Semnoz, le périmètre, c'est une partie du Semnoz, enfin un chemin du Semnoz. Et maintenant, je pense que je le connais assez par cœur et je sais aussi, enfin, c'est trop chouette de m'être vu évoluer au cours des années là-dessus. Donc, je trouve que c'est chouette quand même de garder l'intensité tout au long de l'année, quoi. Ouais, je suis 100% convaincu, mais je voulais savoir toi comment tu fais. Tu t'entraînes combien de fois par semaine en général? Et en fait, on garde toujours un jour de repos. Donc vraiment, le but, c'est complet. Ouais, complet. C'est de pas avoir d'activité sportive. Alors, c'est pas non plus rester allongé toute la journée, mais voilà, c'est juste de pas penser à ça, de pas avoir à se changer en tenue de sport, etc. Et sinon, du coup, c'est 6 jours par semaine avec, c'est pas 6 jours de course à pied, mais c'est 6 jours avec une séance de renforcement ou du vélo, ou voilà. Du bi-quotidien de temps en temps? Ouais. En fait, du coup, l'année dernière, j'ai eu une fracture de fatigue et je me suis rendu compte que parfois, c'était mieux de faire du bi-quotidien. Du coup, en récupérant bien, on va dire, entre les 2 séances. Je suis pas très fan enfin, c'est très rare que je doive m'entraîner à jeun ou voilà, mais plus une séance le matin, cours de la matinée, et une séance le soir. Enfin, séance, quand je dis séance, sortie, quoi. Mais au final, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait, on prenait un peu moins de risques de temps en temps de faire 2 sorties de 10 km, par exemple, qu'une longue de 20. Et que même mentalement, des fois, ça pouvait faire du bien de couper en 2. Donc voilà, ouais, ça m'arrive de faire du bi-quotidien, ouais. Ou alors avec une séance de muscu et du coup, ça irait l'esprit l'autre partie de la journée, quoi. Ouais, salle puis footing, par exemple. Exactement. Ça fait du bien. Est-ce que tu décharges régulièrement? Est-ce que tu as des semaines plus light ou voire même des semaines off dans l'année entière? Comment t'approches ce moment où tu diminues un petit peu les charges? Ouais, alors c'est vrai que les 2 dernières années, là, ça a été un peu modifié justement avec les blessures. J'ai moins senti le besoin de décharger beaucoup parce qu'en fait, au moment où je revenais, enfin, en fait, il y avait la course qui s'enchaînait, etc. Mais on garde beaucoup, enfin, on garde quand même des semaines de décharge. Ça marche souvent par bloc ou enfin par cycle, on va dire, de 3 à 4 semaines avec une semaine de décharge, donc un peu en fonction aussi des courses qui arrivent. Et ouais, donc on garde toujours des semaines de décharge et généralement on essaie de garder, enfin, quand tout va bien, quand il n'y a pas de blessure, etc., 2 semaines dans l'année où c'est vraiment sans entraînement. Ça peut être autre chose, quoi. Ça peut être un peu de randonnée, etc., mais sans programme, sans programme à suivre, etc., où c'est plus, on laisse le cours des choses aller et puis on profite. Tu recharges les batteries. Exactement. Tu as mentionné rapidement que tu pratiques un peu de sport croisé, que tu t'es mis au ski de rando il n'y a pas très longtemps, que tu fais aussi un peu de vélo, si j'ai bien compris, depuis ta fracture de fatigue. Quel sport autre que la course à pied tu pratiques?
Et bah ouais, c'est vrai que le vélo, alors j'en faisais déjà avant, mais je pense que je prenais pas autant de plaisir que ce que j'ai pris l'année dernière. C'est vrai que quand on est contraint à un seul sport, donc à ce moment-là c'était le vélo, finalement on se voit aussi progresser dans ce sport-là et c'est hyper gratifiant et j'ai adoré l'année dernière faire du vélo et clairement c'est quelque chose que je vais garder cet été, d'autant plus, mais en tout cas, je pensais le garder quoi qu'il arrive. J'aime beaucoup le ski aussi. Donc ski de rando, ski de fond, je m'y mets. Donc j'aime beaucoup aussi. Et après, natation, je le compterais pas comme sport parce que c'est plus... l'année dernière, j'en ai fait un petit peu parce que au début de la fracture de fatigue, je pouvais faire de la natation en immobilisant mes jambes. Donc là, j'en ai fait un petit peu. J'aime beaucoup ce sport, mais je le trouve aussi très ingrat parce que on en fait 2-3 séances, on se sent progresser, on arrête une semaine, on a l'impression de repartir de zéro. Mais j'aime bien. Je trouve que, au final, c'est quand même un sport où le risque de blessure est très très faible. On peut pas trop avoir de problèmes et c'est très doux et en même temps, on se sent vraiment travailler. Donc c'est chouette. J'aime bien. J'avais demandé, est-ce que tu croises autant en hiver qu'en été, ou est-ce qu'il y a un moment de l'année où tu croises plus que d'autres et où tu pratiques plus de course à pied que d'autres? Je dirais que je croise quasiment, c'est à peu près équivalent. Hiver, du coup, plutôt avec le ski et été, plutôt avec le vélo. Après, venant de l'athlé, moi, je pense que ce que je préfère faire comme sport, ça reste de courir. Et je me verrais pas complètement arrêter la course à pied parce qu'en fait, c'est juste... c'est même pas une question d'intensité ou quoi, c'est juste que j'adore courir. Et depuis toute petite, et du coup, c'est juste, ça me fait tellement plaisir d'y aller que ouais, je garde quand même beaucoup de courses à pied l'hiver aussi. Là où je pense que l'été, ça me dérange moins d'en faire un petit peu moins parce que, au final, quand on en fait l'été, c'est des séances de 3 heures, 4 heures en montagne. Et du coup, en fait, ça fait plaisir de faire un autre sport, quoi. Est-ce que tu as une idée du volume que représentent tes autres sports dans ton entraînement général? Est-ce que c'est 20%, 30%, 50% comme certains athlètes? Ouais, non, je dirais que on est peut-être plutôt autour de 20-30%. Ouais, à peu près. Mais je pense pas que ce soit du 50-50 non plus, quoi. C'est assez rare le 50-50. J'ai l'impression qu'on le voit un peu plus peut-être chez ceux qui font de l'ultra. Je pense à Aurélien Dunan-Palas qui a 50%, Arthur Gelot-Bouillon que j'ai interviewé là, l'épisode précédent, qui a 50% aussi sur l'année. Donc peut-être que dans les formats un peu plus courts, c'est quand même un peu moins courant. Ouais. Est-ce que tu as eu déjà besoin d'avoir recours à de la prépa mentale? Ou est-ce que non, ça va, par exemple, avec ton expérience dans l'athlé? Comment t'approches cette sphère mentale? Ouais, alors j'en avais fait un petit peu en athlé. J'ai fait pas mal de... c'est vrai que le steeple, j'avais un gros blocage avec les barrières. Je perdais tellement de temps, en fait, sur la technique des barrières. Je pense que j'avais un peu peur de l'obstacle. Et du coup, on en avait fait un petit peu à ce moment-là. Mais c'était assez court. Et sur une période assez courte. Et c'est vrai que depuis que je me suis mise au trail, j'en ai pas fait. Alors c'est pas du tout parce que, je pense que c'est très bénéfique. On va dire, c'est juste que j'ai l'impression que ces 4 dernières années, il s'est passé tellement de choses et que je n'avais pas encore atteint ce stade où je me dis ça va me porter quelque chose parce que je me sentais encore évoluer et progresser, etc. Après, je pense que c'est hyper important pour l'équilibre, mais c'est vrai que mine de rien, je pense d'avoir le boulot à côté. Ça faisait un peu aussi ma prépa mentale où juste, je pense à autre chose, etc. Et j'ai pas encore rencontré de barrière entre elles où je me suis dit, bon là, c'est le moment de se poser des questions, etc. Mais par contre, je pense que c'est hyper important et quand on a l'opportunité de pouvoir le faire, c'est trop chouette, quoi. Je pense que ça apporte vraiment quelque chose et même, la santé mentale, on sait maintenant que c'est quand même hyper important et de pouvoir faire ça, c'est très chouette. J'ai l'impression que c'est la période Covid qui a remis un peu au centre le besoin de la santé mentale, mais même au niveau des athlètes, et que maintenant on entend un peu plus dire j'ai besoin de souffler en tant qu'athlète parce que c'est pas mon boulot qui est ultra chargé, c'est mon entraînement, mais ça reste une charge en fait. Ouais, non, c'est sûr. Est-ce que tu mets en place certaines choses pour suivre ta récupération, ta forme, un questionnaire, de la VFC, un test, je sais pas, un footing tous les X jours pour voir un peu comment t'es? Est-ce que tu suis ça? J'avoue que non, je suis pas très... je regarde pas trop le cardio et tout ça, j'avoue que je suis assez détachée de tout ça, même si je pense qu'Adrien préférait que je mette la ceinture un peu plus souvent, mais... c'est vrai que je regarde pas trop. Après, par contre, sur notre application PlaySharp, du coup, où on rentre les entraînements, là, on met notre état de forme, nos sensations, etc. Donc, je pense que ça permet aussi, même nous, on le fait pour que l'entraîneur puisse savoir un peu où on en est, mais en fait, nous, quand on le fait, on se rend bien compte aussi de notre état de forme. Mais c'est vrai que j'ai pas de repères ou le matin au réveil, je regarde pas forcément comment j'ai dormi, etc. Je pense que je me fais plus confiance un peu aux sensations, quoi. C'est ce que j'allais te demander. Tu l'as
très vite fait souligné au début que tu travaillais beaucoup aux sensations, pas trop avec les données. Alors, je vais avoir un moment là-dessus, une question un peu plus tard, mais on peut déjà commencer à dégrossir le travail. Tu n'utilises pas trop tout ce qui est, par exemple, les vitesses, les fréquences cardiaques, quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose qui t'intéresse plus, tu préfères les sensations? Ouais, c'est vrai. Je dirais que je suis plus aux sensations, mais ça m'intéresse. C'est juste que je pense qu'en athlée, on était tellement au chrono que, en fait, bref, la fréquence cardiaque, j'en ai jamais entendu. Enfin, si, on en entendait parler, mais par rapport au trail, peut-être que maintenant, je pense que ça a un peu évolué aussi l'athlée là-dessus, mais c'est vrai qu'on regardait vraiment le chrono et en fait, on voyait le temps qu'on mettait aux 400 mètres, on savait si on était en forme ou pas. Mais par contre, ça m'intéresse beaucoup. Enfin, et je m'y intéresse de plus en plus et je questionne souvent Adri là-dessus aussi de voilà savoir un petit peu est-ce que je suis bien dans mes zones, quelles sont mes zones, etc. Et je trouve ça intéressant et important aussi parce qu'au final ça permet quand même beaucoup de savoir où on en est. Enfin c'est fou de se dire que juste avec une fréquence cardiaque on peut savoir si l'athlète est fatigué ou non. Donc je pense que ça a sa place, c'est important et je m'y intéresse quand même de plus en plus, mais je dirais pas que voilà, naturellement, je fonctionne avec ça, quoi. C'est vrai que j'essaie plus de m'écouter, de savoir comment je me sens, quoi. Je souris parce que je suis très adepte des sensations, moi, dans l'entraînement. Et en fait, tu dis avec les fréquences cardiaques, je voudrais savoir dans quelle zone je suis. Mais avec tes sensations aussi, tu sais globalement dans quelle zone t'es. Enfin, je trouve que c'est quand même un repère qui est quand même assez fiable. Tu sais si c'est facile, si c'est très difficile ou si c'est un peu entre deux. Ouais. Et puis je trouve que, des fois, il y a des. Je trouve aussi en fonction de l'état mental dans lequel on est, ça arrive qu'on fasse des séances plus vite, juste parce que, en fait, on a besoin de relâcher quelque chose, etc. Et du coup, les sensations, ça paraît facile, ou alors juste parce qu'on est avec du monde, du coup, on préfère s'accrocher et du coup, c'est plus facile aussi. Là où des fois, on peut se dire, juste mentalement, t'as passé une journée un peu difficile, t'as pas envie de te faire mal et peut-être que ton cardio va un peu moins monter, mais en fait, à ce moment-là, t'as besoin de ça, quoi. J'ai même eu, alors j'ai un exemple inverse, mais qui vient juste compléter ta réponse, pas du tout l'amender. Des athlètes qui étaient saoulés de leur journée et qui faisaient leur séance plus intense que prévu parce que c'était chiant et du coup je suis genre oui mais c'est pas autant qu'il faut te cramer demain t'as d'autres séances quoi. Ouais, c'est clair. Mais je pense qu'il faut s'écouter, c'est quand même le plus important quoi. Mais ouais, à pas négliger les données aussi parce que ça me permet toujours d'avoir des repères quoi. Est-ce que tu suis un régime alimentaire particulier et comment est-ce que tu approches ton alimentation de manière générale? Non, je suis pas vraiment de régime particulier. Je dirais que je mange peu de viande, mais j'essaye globalement juste de faire attention en fait, d'avoir protéines, féculents et des fibres un peu à chaque repas. Et voilà, je pense que de pas être dans la restriction, de se faire plaisir, je pense que voilà, on fait tellement d'heures de sport que voilà, faut juste réussir. Je porte juste attention à ce que mon corps a tout ce qu'il lui faut, que ce soit d'un terme genre nutritionnellement parlant, mais aussi en termes de plaisir quoi. Ouais. Comment est-ce que tu as réussi dans ta carrière qui je pense que tu es à l'aise avec l'idée qu'elle débute. Tu es aux prémices d'une carrière que je te souhaite longue, mais tu n'as pas encore 10 ans de carrière. Mais comment, là, tu as déjà réussi avec tes 3 années dans le trail, si je dis pas de bêtises, un peu plus en tant que semi-pro? Comment tu as réussi à équilibrer le côté sportif, le côté personnel, le côté pro? Et est-ce que le fait de quitter le job et de dire je me consacre au sport, ça a été ton moyen de trouver une soupape un peu et d'équilibrer? Ouais, je pense que j'avais trouvé l'équilibre quand même. Parce que aussi, du coup, quand je travaillais chez Yuba, l'équipe était hyper à l'écoute de mes besoins. Donc le 80%, on a vraiment trouvé un système qui me permettait de m'entraîner autant que je voulais. Et en même temps de travailler, c'est vrai que c'est super chouette en fait d'être avec des collègues qui sont pas de ce milieu-là. C'est vrai que tout le monde avait des sports, très sportifs, mais des sports différents, et puis d'avoir d'autres sujets, etc. Je pense que j'avais vraiment trouvé mon équilibre. Et en fait, le déclic, c'était pas vraiment que je cherchais un équilibre, c'est plus que avec Antoine, on se disait, au final, si je pense à la Louise quand j'étais petite, elle aurait rêvé de se dire, allez, je prends 1 an pour juste faire le sport que j'ai envie de faire, et puis aussi prendre le temps de se reposer et le temps pour les autres, parce qu'au final, les autres nous accordent souvent beaucoup de temps, et c'est vrai que je trouve moi, j'arrivais plus à avoir suffisamment en tout cas, à mon échelle, à me dire, là, j'ai le temps de voir ma famille, mes amis, tout le monde, m'entraîner, travailler. Et vu qu'on avait l'opportunité de le faire pendant 1 an, on s'est dit, allez, on le fait. Mais c'était pas vraiment pour une recherche d'équilibre, mais plus, pour avoir le temps plus. Je pense que j'avais quand même un bon équilibre avant. Mais puis c'est vrai qu'avec Antoine aussi, des allers-retours, etc., on se disait que ça devenait quand même une charge un peu. Dernière question de cette partie sur l'entraînement. Est-ce que tu as ressenti le besoin d'adapter tes charges d'entraînement à tes cycles?
Ou est-ce que toi, ça t'a jamais gêné en termes de fatigue, de forme ou quoi? Ouais, alors ça, c'est un sujet qu'on avait abordé avec Adrien. C'est vrai que c'était même l'initiative d'Adrien qui m'avait demandé justement de renseigner sur l'application. Et je trouve ça super chouette et important aussi parce qu'au final, on se rend compte que justement, les blessures peuvent être évitées justement en faisant attention au cycle. Donc c'est vrai maintenant on adapte en fait l'entraînement en fonction des cycles. Et je trouve ça très chouette parce que, ce qu'on disait d'être à l'écoute, en fait, c'est exactement ça, quoi. C'est que les jours où on se sent plus fatigué, vaut mieux décharger que de faire la séance de trop et de se blesser derrière. Ok, je te remercie Louise pour ta transparence sur tout ton entraînement au final. On va passer un peu maintenant à où est-ce que t'en es? Parce que malheureusement, actuellement, ton entraînement, il est teinté d'une blessure. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui se passe et où est-ce que t'en es? Ouais, complètement. Du coup, l'année 2025 a pas trop commencé comme je l'espérais. En fait, je me suis blessée du coup en ski. C'était un jour où la neige était pas top. Donc je voulais faire une sortie ski de rando avec une copine et en fait on a décidé de descendre par les pistes. Finalement, on se rend compte que on n'est jamais trop à l'abri. Mais ouais, sur une du coup à la descente, en fait, mon ski a pas tourné, mon genou a tourné. Ça a craqué et on espérait que ce soit une entorse, mais en fait, c'était donc le ligament croisé qui est cassé. C'est un peu frais, ça me touche encore un petit peu, mais ouais, du coup, cette année va être un peu compliquée parce que on estime en gros à 6 mois avant de pouvoir reprendre la compétition minimum. Et là, je me fais opérer dans 1 mois, donc le 12 février. Le temps que l'entorse diminue, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait. Il faut que le genou soit sain avant d'être opéré. C'est hyper important parce que même si au final les croisés, c'est quand même une blessure qu'on voit beaucoup. Donc on n'a pas l'impression que c'est si grave, on va dire, parce que voilà, mais ça reste une opération. Et aussi, c'est un peu déterminant pour la suite. En fait, le trail, il y a quand même beaucoup de chocs. J'ai la chance dans cet accident de ne pas avoir abîmé mes ménisques. Donc ils sont intacts. Donc ça, c'est chouette. Mais par contre, il faut vraiment que la rééducation se passe bien parce que pour pas avoir de reste, pour pouvoir continuer de faire du haut niveau, en fait, il faut que le genou soit bien rétabli parce que sinon après on peut avoir des douleurs un petit peu et abîmer son ménisque si on fait mal la rééducation et du coup ne plus pouvoir courir du tout et ça vraiment c'est dur à imaginer. Donc voilà, on va juste falloir que je me concentre un peu là-dessus. Donc l'entraînement est arrêté pour l'instant, mais ça va être beaucoup de séances de rééducation, de kiné. Et ça va le faire. J'en doute pas. Là, aujourd'hui, tu es à l'arrêt complet. Tu peux rien faire du tout en termes sportifs? Si, du coup, l'avantage en fait de devoir attendre avant l'opération un petit mois, c'est que avec ma kiné, on renforce les muscles et en fait ce temps qui est un peu long à attendre l'opération parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas se mettre en route pour la rééducation. Au final, c'est du temps de gagner derrière parce que le fait de renforcer, en fait, ça va permettre que suite à l'opération, je puisse aussi gagner du temps et en fait les muscles seront renforcés donc ça ira plus vite après à retrouver la marche puis la course. Donc là tes perspectives à court terme c'est opération, rééducation post-opération et dans 6 mois environ à la louche ce sera reprise de l'activité sportive. Est-ce que tu as mis une croix complète sur ta saison 2025? Est-ce que tu as quand même l'espoir de participer à des courses qui se trouvent sur la fin d'année, par exemple Cape Town, je sais pas comment on dit. J'ai pas mis une croix du tout sur ma saison. J'essaie quand même de pas trop me fixer de course parce que je sais que des fois ça peut être dur mentalement de se fixer une course et finalement de se rendre compte qu'on n'y arrivera pas. Enfin, on sera pas à temps en forme. Mais je garde en tête quand même les courses de fin de saison. Je sais qu'il y a des belles courses qui sont donc les Templiers, la Saint-Élion, même avec le Team Terex. C'est vrai que j'avais décidé de prendre cette année pour pouvoir me consacrer aussi à toutes les courses qui sont avec le team. Donc c'est un peu dur de me dire que tout ça est freiné, voire complètement arrêté, mais je sais qu'il y a beaucoup de courses avec le team, dont l'UTCT qui sont en fin de saison. Donc j'essaye de me dire que je vais réussir à vivre quelques moments avec toute l'équipe. Mais ouais, j'essaie quand même de pas trop me fixer d'objectifs parce que je sais que faut que je me concentre sur déjà réussir à marcher, courir sans douleur et après on se projettera sur les compétitions. Comment tu la vis cette blessure-là aujourd'hui? Ouais, alors j'avoue c'est un peu dur quand même parce que l'année dernière c'était une fracture de fatigue et ça a quand même déjà été assez dur à encaisser parce que jusque-là du coup ça fait plus de 15 ans que je fais de la course et je m'étais jamais blessée donc l'arrêt net est dur. Après je me dis que ça arrive à beaucoup de gens, qu'on s'en sort toujours et qu'il y a toujours du positif à retirer de tout ça. Je vais sûrement faire des belles rencontres et surtout j'ai la chance d'être très 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 bien entourée.
que ce soit par mes proches, mon entraîneur Adrien, mais aussi tout le staff médical, mon docteur, donc Samuel Marafi, et, les kinés qui s'occupent de moi et tout ça. Donc, je sais que j'ai beaucoup de soutien et que ça va aller, mais c'est vrai que c'est dur à encaisser quand même. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que ce que tu as vécu l'an dernier avec une blessure qui t'a mis à l'arrêt, ça t'a aidé à développer des compétences mentales pour mieux approcher cette blessure là, cette année ? Ouais, quand même. Ce qui est un peu dur à encaisser, c'est que justement, l'année dernière, c'était une fracture qui arrivait. Je pense que je m'étais pas assez écoutée et c'est ce qu'on a analysé après en fait. C'était une semaine qui était très chargée mentalement, physiquement, et ça arrivait après une grosse semaine d'entraînement. Donc je m'étais un peu juré cette année de ne pas faire la séance de trop et plutôt faire la séance en moins pour ne pas trop en faire et en fait que tu sois stoppé même sur. Là c'est pas de chance quoi. C'est vraiment, je prenais justement le moins de risques possible. J'étais pas à grande vitesse. Vraiment, j'ai pris aucun risque et te dire que même là, tout peut arriver, c'est un peu frustrant et un peu dur. Mais je sais que, pareil, j'en retirerai forcément des enseignements et j'essaie de me dire que ça va me renforcer autrement, mentalement sûrement, mais aussi physiquement, de prendre le temps de faire une vraie rééducation et tout ça, ça va m'aider pour la suite, quoi. J'ai noté que l'an dernier, tu avais mis 12 semaines à guérir, mais tu es revenu avec une 13e place à l'OCC, une 3e place à Nice by UTMB, une 2e place à Cape Town. Tu as réussi à revenir quand même, et je pense que le processus va être peut-être un peu plus long cette fois, mais va globalement aller vers les mêmes choses. Est-ce que tu arrives quand même à te projeter vers reprendre la course à pied ? T'as pas mis une croix dessus, au contraire, l'envie elle est présente. Ouais, complètement. C'est sûr que ça t'a pas dégoûté ? Non, c'est l'objectif principal et je pense que c'est ce qui va me stimuler le plus là pour la rééducation. Mais c'est vrai que même l'année dernière, j'avais un peu ce petit goût amer où, je sais que je suis contente de mes résultats et je suis hyper reconnaissante d'avoir réussi à retrouver le niveau. Mais en fait, l'année dernière, mine de rien, en descente, j'ai quand même un peu perdu parce que vu que c'était les impacts qui ont provoqué la fracture, les descentes étaient un peu difficiles et du coup cette année, c'est vrai que je visais les France pour potentiellement aller aux mondiaux et vraiment du coup de fixer. En fait, on avait le projet avec Adrien de vraiment s'entraîner en descente et que je sais que ça a été mon point faible depuis que j'ai commencé le trail et du coup c'était vraiment l'objectif cette année. Du coup, c'est vrai que c'est dur de se dire que là je repars de zéro, voire un peu plus loin. Mais bon, le temps, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais en tout cas, ouais, je vais tout faire pour réussir à revenir au niveau de l'année dernière et de l'année encore d'avant. Tu parlais de ton entourage qui te soutient beaucoup et qui t'apporte beaucoup de positif pour apporter cette blessure. Tu l'as mentionné rapidement, tu partages la vie le quotidien de Antoine Charvolin, qu'on salue au passage. Est-ce que ça, dans par exemple ton approche de la blessure ou même de manière plus générale, si on revient un peu sur ton entraînement, est-ce que c'est un soutien ? Est-ce que ça vous amène à partager un moment de rêve sportif un peu qui vous fait vibrer ? Est-ce qu'au contraire, le trail, vous essayez de le mettre un peu de côté parce que sinon, le trail, il est partout dans le quotidien ? Comment est-ce que toi, en tout cas, tu vis cette relation dans la perspective de ta blessure et de manière générale de l'entraînement ? Ouais, c'est vrai que l'entourage et les proches sont hyper importants dans ces moments-là. C'est vraiment ce qui nous motive, quoi. Mais Antoine, c'est vrai qu'on s'est connus à travers le trail. Donc l'année dernière, ça a déjà été une épreuve parce que au final, on partageait beaucoup de trails. C'est vrai que en plus le temps était assez court vu qu'on était lui à Zurich, moi à Annecy. Donc dès qu'on se voyait, on s'entraînait ensemble, etc. Et le trail prenait pas beaucoup de place. Mais en fait, on s'est rendu compte l'année dernière que c'était pas non plus tout ce qui faisait notre relation et que même sans le trail, en fait, on partage beaucoup d'autres choses. Et c'est ça qui est très chouette aussi. Et lui, il arrive très vite à se détacher du trail et à me changer d'idée avec d'autres choses. Il est très couture aussi. Et voilà, c'est chouette de pouvoir partager d'autres choses, aller au ciné, faire d'autres choses. Donc c'est vrai que c'est un vrai soutien, ouais. Ce qui a aussi été dur en fait dans la blessure, c'est qu'on avait le projet de partir à Innsbruck en février, tous les deux, pour faire du ski là-bas. En fait, on voulait que cette année, elle soit certes pour s'entraîner, mais aussi pour découvrir d'autres choses, s'entraîner ailleurs, etc. Et je pense qu'en fait, c'est aussi ça qui a été le plus dur dans la blessure, c'est que on avait un projet à deux, et je me sens un peu responsable de l'avoir. Au final, on va peut-être y aller, mais plus tard dans l'année, donc on ne pourra pas skier là-bas. Et c'est vrai que je me sens un peu responsable aussi de l'avoir arrêté le projet. Mais là-dessus, justement, Antoine a été super dans le sens où, bien sûr, il m'en tient absolument par rigueur et au contraire, il sait qu'on pourra créer d'autres choses plus tard, etc.
Mais voilà, c'est chouette d'avoir quelqu'un qui te soutient et aussi qui s'adapte beaucoup. Et on discute beaucoup, on échange beaucoup. Et tous les choix, on les fait en accord tous les deux. Et typiquement, pour la rééducation, il sait très bien que ce qui est important, en fait, c'est juste que tout se passe bien et il est prêt à faire des concessions, surtout pour que la récupération se passe au mieux, quoi. Et puis, t'as pas tenté un salto arrière depuis une barrière alcoolisée dans Annecy. Exactement. T'as pas eu de bol. Là, les croisés en ski, pour mon passé skieur me montrait que j'ai des potes qui se le sont fait à l'arrêt en attendant le tire-fesse et avec un mauvais mouvement, ils ont pété un croisé. Donc, c'est dur de s'en vouloir, mais inévitablement, tu t'en vas un peu, quoi. J'ai envie on arrive à la fin de notre échange, même si on va avoir un moment, toi et moi, réservé aux abonnés Patreon. Là, on a déjà bien discuté et on va mettre une première clôture ici. Mais j'ai pas envie de clôturer sur le négatif de ta blessure, mais plutôt sur ce qui te fait rêver. Où est-ce que tu as envie d'aller? Tu te vois où dans le trail dans 1 an, 2 ans, 5 ans? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qui te fait rêver? Ouais, c'est dur de savoir parce que je pense que quand j'ai commencé le trail, je m'imaginais pas du tout où j'en suis. Sans parler de blessures, hein, mais plutôt genre les équipes de France, les expériences en équipe de France, l'UTCT, c'était incroyable. Donc c'est dur de savoir exactement ce qui me fait rêver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aime la compétition. Il y a beaucoup de courses que j'ai pas cochées encore, que j'aimerais cocher. Et vraiment, je me souhaite surtout de courir sans douleur, de me faire plaisir. Et j'aime beaucoup aussi tout ce qui... j'aime beaucoup les événements où au final, tu vis aussi quelque chose par équipe. Et alors ça, je l'ai senti en étant en équipe de France. Donc c'est vrai que c'est une expérience que j'aimerais revivre, l'équipe de France, mais aussi l'UTCT, même si au final, c'est des courses individuelles. De partager tout ça avec un team, avec le Team Terex, c'est trop chouette et je me souhaite vraiment de vivre encore beaucoup d'expériences comme celle-ci. Et après, vraiment, en termes de course, je dirais, continuer d'évoluer sur du 40, 50. L'OCC, j'aimerais vraiment pouvoir la refaire en me sentant 100% prête, sans blessure, en ayant optimisé tous les critères possibles. Donc voilà. C'est vrai que l'OCC, je dirais que c'est une course que j'aimerais vraiment revivre. Et après, laisser un peu guider en fonction des opportunités, quoi. Je voudrais pas trop parler à leur place, mais je vais me joindre à tous les auditeurs, je pense, pour te souhaiter évidemment le meilleur, parce que je pense que tout le monde pensera ça. Est-ce que tu as un message, quelque chose que tu aimerais que les gens retiennent de toi, de cette interview, un truc que tu aimerais qu'on garde en tête de ta vision du sport ou d'un conseil ou quelque chose que tu veux qui reste? Peut-être que je vais l'axer un peu sur la blessure, je suis un peu biaisée, mais je pense que c'est important de bien s'entourer, d'être avec des gens de confiance et ça nous permet de faire les bons choix, de saisir les bonnes opportunités aussi. Et puis, au final, le partage aussi, c'est tellement important dans ce sport, au final, où parfois on peut s'entraîner beaucoup seul. Moi, je me rends compte que vraiment, c'est ce qui m'aide à me surpasser, à me dépasser, de partager, et pas forcément que le sport, partager d'autres choses, de bien s'entourer avec des personnes qui sont là dans les bons et dans les mauvais moments. Donc voilà, c'est peut-être le message à faire passer de bien s'entourer. Ok, super. Où est-ce qu'on peut suivre les avancées et les évolutions de la santé et des performances de Louise? Et sur Instagram, où je partage un petit peu les avancées et puis les évolutions. Mais je dirais principalement sur Instagram. Louise, pour cette première partie d'échange, en tout cas, je te remercie énormément pour ta transparence. C'était un vrai plaisir de t'avoir à mon micro. Merci à toi. C'était très chouette pour un premier vrai podcast. Voilà, c'est tout pour cet échange avec Louise Serban-Penouat de la team Adidas Terex. Tout d'abord, je remercie For Endurance, mon partenaire nutrition qui soutient la saison 2 du podcast Courir Mieux. For Endurance, c'est un ensemble de produits énergétiques de qualité que j'utilise personnellement et dont plusieurs gammes sont composées en respectant les recommandations de la science. Et ça, j'apprécie. Avec Louise, on a parlé gel et compétition, donc je vous invite à aller en découvrir un que j'apprécie particulièrement en course, le Endurance Unit Gel saveur fraise, au ratio glucose-fructose 1,08 et parfait pour les courses avec ses 45 grammes de glucides par portion. Le lien est en description de l'épisode. Je remercie également à nouveau les autres partenaires de la saison 2 du podcast Courir Mieux qui ont rendu possible la réalisation de cette interview, à savoir Gollum, Suunto et Wise. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à aller découvrir les autres formats que je propose comme les Scientific Day, les tests matériels, et également à me rejoindre sur l'Instagram de Courir Mieux et aussi pourquoi pas rejoindre le Patreon de Courir Mieux où vous retrouverez un abonnement qui vous donne accès à tout, dont les échanges exclusifs avec mes invités comme Louise. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, aller faire un tour sur le site courir-mieux.fr où vous retrouverez plein de contenus que je partage régulièrement. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.